Écoute, juste une seconde, avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Regarde autour de toi, ta chambre, ton salon, la rue dehors, si t'es près d'une fenêtre. Tout ça, tout ce que tu vois, ça te semble réel, non? Solide, dense, plein de matière. Maintenant, imagine qu'on te prouve mathématiquement que tout autour de toi, à une échelle que ton cerveau refuse d'accepter, il n'y a presque rien. Pas métaphoriquement, pas philosophiquement, littéralement, le vide. Un vide si immense que notre galaxie, la Voie lactée, nos 200 à 400 milliards d'étoiles, nos planètes, nos océans, toi, moi, on flotte dedans comme une poussière au centre d'une pièce vide de la taille d'un continent. Et le truc qui me retourne l'esprit depuis que j'ai plongé dans ce sujet, c'est pas une hypothèse, c'est pas une théorie fumeuse. Il y a des équations, des cartes, des données issues de télescopes parmi les plus puissants jamais construits par l'humanité. Et tout ça dit la même chose. On est à l'intérieur de quelque chose qu'on n'a même pas encore de vrai nom pour désigner. Reste avec moi. Parce que là où on va ensemble dans cette vidéo, tu vas ressortir avec une façon différente de regarder le ciel la prochaine fois que tu lèves les yeux. Alors forcément, il y a une question qui vient en premier, et c'est normal de se la poser. Si on est dans un vide gigantesque, pourquoi on le voit pas ? Pourquoi quand on pointe un télescope vers n'importe quelle direction dans le ciel, on voit des étoiles, des galaxies, des amas, de la matière partout ? C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là aussi où beaucoup de gens font une erreur de perspective fondamentale. Ce qu'on appelle l'univers observable, c'est une bulle d'environ 4,23 milliards d'années-lumière de diamètre. C'est énorme. Incompréhensiblement énorme. Mais dans cette bulle, la matière n'est pas répartie uniformément. Loin de là. L'univers ressemble à une éponge cosmique ou à une toile d'araignée de dimension galactique. On appelle ça la structure à grande échelle de l'univers, en anglais le cosmic web. T'as des filaments, des fils de matière longs de centaines de millions d'années-lumière où des milliers de galaxies se regroupent comme des perles sur un collier. Et entre ces filaments, des vides, des super-vides, des régions où il ne se passe presque rien, des endroits où la densité de matière est tellement faible qu'un astronome qui vivrait dans une galaxie hypothétique plantée au milieu aurait une nuit absolument terrifiante. Pas parce qu'il y aurait quelque chose à voir, mais parce qu'il n'y aurait presque rien. Zéro voisin, zéro galaxie proche, le néant. Et maintenant, la vraie question. Celle qu'on a évitée depuis le début. Et si notre galaxie était dans l'un de ces endroits-là ? Je dois te parler de quelque chose qui s'est passé en 1981. Une année banale en apparence. Mais cette année-là, un astronome du nom de Robert Kirshner et son équipe, en étudiant la distribution des galaxies dans une direction précise du ciel, ont trouvé quelque chose qui n'était pas censé être là. Ou plutôt quelque chose qui n'était pas là du tout. Une zone immense dans la constellation du Bouvier-Boëthes, en latin. Et dans cette zone, sur une étendue d'environ 250 à 330 millions d'années-lumière de diamètre, presque aucune galaxie. Un espace qui devrait contenir des milliers, peut-être des dizaines de milliers de galaxies, et il y en avait 60. 60 galaxies dans un volume qui aurait dû en contenir plusieurs dizaines de milliers. On a appelé ça le vide de Boötes, the Boötes Void. Et à l'époque, les astronomes ont réagi de la façon dont les scientifiques réagissent face à quelque chose qui ne rentre dans aucun modèle. Ils ont recalculé, revérifié, recalculé encore. Parce que ce vide, statistiquement, n'aurait pas dû exister. Les modèles de formation de structures cosmiques de l'époque disaient qu'une telle région ne pouvait pas se former aussi rapidement, pas dans l'âge actuel de l'univers. Et pourtant, il est là. Maintenant, tu te dis peut-être d'accord, un grand vide, c'est impressionnant, mais on n'est pas dedans, nous. On est juste des observateurs lointains qui regardent cette curiosité cosmique. Eh bien, accroche-toi. En 2013, 3 astronomes, Keenan, Barger et Cowie, ont publié une étude dans le journal The Astrophysical Journal, une étude dense, technique, bourrée de mathématiques, et le résultat de cette étude allait passer presque inaperçu pendant plusieurs années. Ce qu'ils ont fait, c'est simple à comprendre dans son principe, même si l'exécution est vertigineuse. Ils ont cartographié la densité de matière autour de nous, pas juste autour de la Voie lactée. Autour de nous dans un rayon de presque 2 milliards d'années-lumière. 2 milliards. Pour avoir une idée, la lumière qui voyage à 300 000 km par seconde mettrait 2 milliards d'années pour parcourir cette distance. 2 milliards d'années. L'âge actuel de l'univers est d'environ 13,8 milliards d'années.
Ce que Keenan, Barger et Cowie ont cartographié, c'est une région qui représente une fraction significative du cosmos observable. Et dans cette carte, il y a un creux, une dépression de densité massive. Notre groupe local de galaxies la Voie lactée, Andromède, une cinquantaine de petites galaxies satellites, est assis au centre d'une région qui contient environ 20% moins de matière que la moyenne cosmique. 20%. Ça peut sembler peu, 20% de moins, mais à cette échelle, ça représente une quantité de matière manquante proprement ahurissante. Des millions de galaxies, des milliards d'étoiles, qui ne sont tout simplement pas là, pas où elles devraient statistiquement être. Et ce vide colossal qu'on a fini par appeler le vide KBC, en référence aux initiales des 3 auteurs, s'étend dans toutes les directions autour de nous, sur près de 2 milliards d'années-lumière de rayons. On est dedans, on a toujours été dedans. On le savait juste pas encore. Mais voilà, je t'entends déjà penser, c'est une étude, une seule. Peut-être qu'ils se sont trompés et c'est une bonne réaction. C'est même la bonne réaction scientifique. Sauf que depuis 2013, d'autres études sont venues. Et elles n'ont pas contredit Keenan et ses collègues. Elles ont confirmé, précisé, approfondi. En 2019, une équipe de chercheurs a poussé l'analyse encore plus loin. Ils ont utilisé des catalogues de galaxies d'une précision inédite. Et leur conclusion, non seulement le vide KBC existe, mais sa structure interne est cohérente avec ce que prédit la relativité générale dans une région sous-dense. Les galaxies à l'intérieur de ce vide ont des vitesses qui correspondent exactement au modèle mathématique d'un endroit où la gravité locale est légèrement plus faible qu'ailleurs. Tu vois ce que ça veut dire ? Les galaxies bougent comme elles devraient bouger dans un vide, pas comme elles bougent dans une région dense, comme si l'espace lui-même autour de nous avait une signature gravitationnelle différente. Je veux prendre une seconde ici, parce que j'ai failli passer trop vite sur quelque chose d'essentiel. La relativité générale d'Einstein, la théorie qui décrit la gravité pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps, elle prédit que la lumière qui traverse un vide se comporte différemment de la lumière qui traverse une région dense. Quand un photon entre dans un supervide, il gagne de l'énergie. Quand il en ressort, il en perd. En théorie, ça devrait s'équilibrer. Mais, et c'est là que l'univers décide d'être bizarre. Si l'univers est en expansion accélérée, et on sait qu'il l'est, j'y reviendrai, alors les vides s'agrandissent au fil du temps. Et donc le photon qui traverse un vide en expansion sort avec un tout petit peu moins d'énergie qu'il n'en avait en entrant, ça laisse une trace froide, une légère dépression de température. On appelle ça l'effet Sachs-Wolfe intégré. C'est de la physique réelle, mesurable. Et quand on regarde la carte du fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile de l'univers primitif, observé par les satellites WMAP et Planck, on trouve exactement ça. Des zones légèrement plus froides là où se trouvent les grands vides. La tache froide la plus célèbre de cette carte est appelée sobrement la cold spot, une anomalie de température dans la direction de la constellation de l'Éridan, plus froide que la moyenne de 70 microkelvins, ce qui dans le langage du fond diffus cosmologique est une différence gigantesque. Est-ce que c'est la signature du vide KBC ou d'un autre supervide encore plus grand derrière lui ? La question fait encore débat. Mais ce qui ne fait plus débat, c'est que des structures de ce genre existent, et qu'elles laissent des empreintes dans le rayonnement le plus ancien de l'univers. Je veux qu'on parle d'un problème. Un problème que les cosmologistes appellent, sans ironie, la tension de Hubble. Et c'est là que le script mathématique de notre histoire prend une tournure vraiment troublante. Edwin Hubble, l'astronome américain, pas le télescope, a établi dans les années 1920 que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Le taux d'expansion de l'univers, on l'appelle la constante de Hubble, notée H0. Pendant des décennies, mesurer cette constante a été le Graal de la cosmologie. Et aujourd'hui, on sait la mesurer, très précisément. Sauf qu'on obtient 2 valeurs différentes selon la méthode utilisée. Et ces 2 valeurs ne sont pas réconciliables par les erreurs de mesure. Quand on mesure H0 en utilisant le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile de l'univers primitif, analysé par le satellite Planck de l'ESA, on obtient environ 67,4 km par seconde par mégaparsec. Quand on mesure la même constante en utilisant des objets locaux des étoiles variables appelées céphéides, des supernovae de type Ia, on obtient environ 73,4 km par seconde par mégaparsec, 6 unités d'écart. Ça paraît rien, sauf que les barres d'erreur de chaque mesure sont si petites que ces 2 valeurs ne se chevauchent pratiquement pas. La probabilité que cet écart soit dû au hasard, on parle de moins d'une chance sur 1 million. En statistique, on appelle ça un résultat à 5 sigma, au-delà de toute coïncidence raisonnable. Et là, les cosmologistes sont face à un mur, soit les instruments sont mauvais, soit la physique standard est incomplète. Soit
Il y a quelque chose dans notre environnement cosmique qui fausse les mesures locales. Tu vois où je veux en venir. En 2018, les chercheurs O'Shate et Barger ont publié une étude qui a mis beaucoup de monde mal à l'aise. Leur hypothèse est si le vide KBC était responsable de l'attention de Hubble. Voilà leur raisonnement, simplifié. Si on est dans une région sous-dense, une région où la gravité locale est légèrement plus faible qu'ailleurs, alors les galaxies autour de nous ont une tendance naturelle à s'éloigner vers les régions plus denses, vers les bords du vide. Ce flux de matière vers l'extérieur s'additionne au mouvement d'expansion générale de l'univers. Ce flux s'appelle la vitesse particulière, et il crée une illusion. Quand on mesure l'expansion de l'univers en observant des objets locaux, on mesure en réalité l'expansion générale plus ce flux particulier. On surestime l'expansion. On mesure un H0 plus grand que la réalité, et la valeur obtenue avec les céphéides et les supernovae, 73,4. Elle correspond précisément à ce qu'on obtiendrait si on appliquait les corrections mathématiques pour une région sous-dense de la taille et de la forme du vide KBC. C'est pas une coïncidence. Ou peut-être que si, c'est ce que j'adore dans cette histoire, on ne sait pas encore avec certitude, mais les chiffres s'alignent de façon troublante. Là, je dois faire une pause. Parce que tu peux te demander, mais pourquoi on l'aurait pas vu avant? Pourquoi des décennies d'astronomie n'auraient pas détecté quelque chose d'aussi énorme? Et la réponse, elle est presque poétique dans sa cruauté. Parce qu'on est dedans. Tu imagines un poisson dans l'eau qui essaye de cartographier l'eau. Il peut détecter des variations, des courants, des zones plus froides ou plus chaudes. Mais la présence globale de l'eau elle-même, c'est son monde, c'est son référentiel, c'est sa normalité. On est pareil. Depuis l'intérieur du vide KBC, l'espace autour de nous semble globalement homogène, parce que nos instruments ont longtemps manqué de précision pour détecter une dépression de densité aussi diffuse, aussi étalée sur des distances aussi stupéfiantes. Il a fallu attendre des catalogues de galaxies suffisamment complets, suffisamment profonds. Il a fallu le relevé SDSS, le Sloan Digital Sky Survey, qui a cartographié les positions de plus d'1 million de galaxies. Il a fallu le relevé de masse, qui a cartographié la distribution des galaxies en infrarouge sur presque tout le ciel. Il a fallu des super calculateurs pour analyser tout ça. Et quand on a eu tous ces outils, la structure a commencé à apparaître lentement, comme une image qui se forme dans un révélateur photographique. Notre vide. Maintenant, j'ai envie d'aller encore plus loin, parce que le vide KBC, aussi impressionnant soit-il, n'est peut être que le début. Parce que en dehors de ce vide au bord, dans les filaments qui l'entourent, il y a des structures, des superclusters de galaxies. Laniakea, notre supercluster local découvert en 2014 par Brent Tully et son équipe de l'université d'Hawaï. 500 millions d'années, lumière d'envergure. 100 000 galaxies dedans. Et Laniakea est elle-même au bord de quelque chose de plus grand encore. Le Perseus Pisces supercluster. Le Chapelet concentration. Des assemblages de galaxies qui forment les murs, les filaments de la toile cosmique qui entoure le vide KBC. Ces structures sont les rives de notre vide. On les voit parce qu'elles sont plus brillantes, plus denses, plus lumineuses que le vide lui-même. Et cette asymétrie, cette différence entre l'intérieur et l'extérieur, elle génère un flux, un courant galactique. Les astronomes l'ont mesuré. Notre Voie lactée se déplace, pas seulement emportée par l'expansion générale de l'univers. Elle se déplace aussi vers un point précis du ciel, qu'on appelle le Grand Attracteur. Un endroit dans la direction de la constellation de Centaure à environ 250 millions d'années-lumière. Et ce mouvement est cohérent avec ce qu'on attendrait d'une galaxie qui cherche à sortir d'une région sous-dense pour aller vers une région plus dense. Cohérent, mathématiquement, avec le vide KBC. Je veux m'arrêter une seconde sur ce mot cohérent, parce que c'est là que la science est honnête, et c'est pour ça que j'aime la science. Cohérent ne veut pas dire prouvé. Ça veut dire que les données ne contredisent pas l'hypothèse, que les chiffres s'alignent, que le modèle tient la route. Mais l'univers est vieux de 13,8 milliards d'années. Il est vaste de façon incompréhensible. Et il a eu le temps de créer des structures si complexes, si imbriquées, qu'il y a peut-être 1000 autres explications qu'on n'a pas encore considérées. Je veux pas te vendre une certitude qu'on n'a pas. Ce que je veux, c'est te montrer que les indices s'accumulent et que ces indices convergent vers quelque chose de très précis. En 2022, le télescope spatial James Webb, le successeur de Hubble, lancé fin 2021, un instrument d'une sensibilité sans précédent dans l'histoire de l'astronomie, a commencé à renvoyer ses premières images. Et très vite, les cosmologistes ont eu une surprise. Pas une petite surprise, une surprise qui a relancé tous les débats. Webb a confirmé l'attention de Hubble. Les premières mesures effectuées par James Webb sur les céphéides, les mêmes étoiles variables utilisées pour les mesures locales du taux d'expansion, ont donné les mêmes résultats que Hubble.
73,4 environ, pas 67,4. Ce qui voulait dire une chose très simple, l'écart entre les deux mesures n'était pas dû à des erreurs instrumentales. Hubble et Webb, deux télescopes différents, deux technologies différentes, même résultat. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans notre compréhension de l'univers. Et le vide KBC, encore lui, est une des rares hypothèses qui explique cet écart sans avoir à réécrire entièrement la physique fondamentale. Mais attendons, parce que ce serait trop simple si le vide KBC réglait tout, parce qu'il y a une critique majeure à cette théorie. Une critique que les partisans du modèle standard de la cosmologie font valoir, et elle n'est pas négligeable. Le modèle standard appelé lambda CDM pour matière noire froide avec constante cosmologique prédit la formation des grandes structures de l'univers. Il dit comment les vides, les filaments, les clusters se forment au cours du temps. Et selon ce modèle, un vide de la taille du vide KBC avec un déficit de densité de 20% devrait être extrêmement rare. Statistiquement improbable. Pas impossible, mais improbable. Certaines simulations suggèrent qu'une structure comme le vide KBC ne peut apparaître que dans une fraction infime de régions de l'univers simulé. Et si c'est vrai, soit on a eu une chance extraordinaire de se retrouver dans ce vide, soit le modèle lambda CDM est incomplet, soit les mesures du vide KBC sont imprécises. 3 options, aucune n'est confortable, et c'est là exactement que la physique moderne se retrouve bloquée, avec des données qui semblent dire une chose et des modèles qui résistent à l'admettre. Il y a une image que j'ai en tête depuis le début de cette vidéo, et je pense que c'est le moment de te la partager. Imagine l'univers comme un océan tridimensionnel, infini dans toutes les directions. Dans cet océan, il y a des vagues, des crêtes de matière, les filaments, les clusters, et des creux, les vides. On est dans un creux profond. Et la mer qui nous entoure, bien que partout autour de nous ne se trouve pas là où on est, elle est au bord. Elle est dans les directions qui semblent vides à nos yeux, mais qui sont en réalité les rives d'un continent de matière que la courbure de notre vide nous cache. Et de temps en temps, quand un photon de lumière venant d'une galaxie lointaine traverse ce creux pour arriver jusqu'à nos télescopes, il apporte avec lui une trace, une signature, une légère modification de son énergie qui dit « j'ai traversé un vide, j'ai traversé votre vide ». C'est de la poésie cosmique codée en équations différentielles. Je peux pas parler de tout ça sans aborder la question de l'énergie noire, parce qu'elle est au cœur du mystère. On sait depuis 1998, grâce aux travaux de Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, qui ont valu le prix Nobel de physique en 2011, que l'expansion de l'univers n'est pas en train de ralentir. Elle accélère. Quelque chose pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres de plus en plus vite. On a appelé ce quelque chose l'énergie noire. Et cette énergie noire représente, selon les modèles actuels, 68% de tout le contenu énergie-matière de l'univers. 68% de l'inconnu total. La matière ordinaire, les étoiles, les planètes, les gaz, toi, moi, représentent environ 5% de l'univers. La matière noire qu'on ne voit pas, qu'on ne détecte qu'indirectement via ses effets gravitationnels, environ 27%. Et ce mystère absolu qu'on appelle énergie noire, 68%, maintenant, voici la connexion que peu de gens font spontanément. Les supervides comme le vide KBC sont des endroits où l'énergie noire domine encore plus massivement que dans les régions denses, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Pas assez de matière pour contrebalancer la poussée de cette énergie sombre. Dans notre vide, l'énergie noire règne presque sans opposition. Et c'est peut-être pour ça que les mesures locales de l'expansion semblent plus grandes, parce que on mesure une expansion amplifiée par notre position dans un endroit où l'énergie noire a les mains libres. Je veux te parler d'un détail que j'ai trouvé fascinant au point de ne pas dormir une nuit entière à y repenser. Le vide KBC a un rayon d'environ 1 milliard d'années-lumière. 1 milliard d'années-lumière. Pour traverser ce vide à la vitesse de la lumière, il faudrait 2 milliards d'années. 2 fois l'âge du Soleil. Et maintenant, voilà ce qui me trouble. Les photons qui ont voyagé depuis les bords de ce vide pour arriver jusqu'à nos télescopes sont partis il y a entre 500 millions et 1 milliard d'années. À cette époque, sur Terre, la vie multicellulaire complexe commençait tout juste à exploser en diversité. Les premiers animaux marins existaient à peine, les dinosaures n'existeraient pas avant encore 250 millions d'années. Et cette lumière était en route depuis le bord de notre vide. Elle voyageait déjà dans notre direction pendant que les premiers poissons apprenaient à nager, pendant que les dinosaures régnaient sur la Terre, pendant que les premières civilisations humaines bâtissaient leurs temples. Et elle est arrivée maintenant dans les instruments de nos télescopes pour nous dire vous habitez un endroit vide. Il y a un autre angle d'approche qui mérite qu'on s'y attarde.
parce que jusqu'ici, j'ai surtout parlé de ce vide en termes de densité, de matière, de galaxies, mais il y a une dimension encore plus vertigineuse. La question de la typicalité. En cosmologie, il y a un principe qu'on appelle le principe copernicien, l'idée que nous n'occupons pas une position spéciale dans l'univers, que notre position est statistiquement ordinaire, typique. Et pendant longtemps, ce principe a guidé toute la cosmologie, l'univers est homogène et isotrope à grande échelle, pareil dans toutes les directions, pareil partout. Sauf que, si on est vraiment dans un vide comme le vide KBC, on n'est pas dans une position typique, on est dans une position minoritaire, statistiquement rare, et ça soulève une question qui a tout d'une vertige philosophique. Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi notre galaxie s'est-elle formée dans un vide plutôt que dans un filament dense ? Est-ce que c'est le hasard pur ? Est-ce qu'il y a une explication physique à la formation de la Voie lactée dans une région sous-dense ? Est-ce que l'environnement cosmique a influencé notre évolution, l'émergence de la vie, de la conscience ? Ce sont des questions qui dépassent la physique actuelle. Mais elles naissent directement de ces données, directement de cette carte, directement de ces équations. Il y a un chercheur que je dois mentionner ici, parce que son travail m'a vraiment marqué. Lucas Lombrizer, physicien théoricien à l'Université de Genève. En 2020, il a publié une étude dans la revue Physics Letters B, et sa conclusion était radicale. Lombrizer propose que la tension de Hubble peut être résolue si on suppose qu'on vit dans une région de l'univers où la valeur locale de la constante cosmologique, ce qu'on appelle l'énergie noire, est légèrement différente de sa valeur moyenne. Et comment ce serait possible ? Si l'énergie noire n'est pas une constante universelle uniforme, mais une sorte de champ qui fluctue légèrement d'un endroit à l'autre, et que notre vide, par sa nature sous-dense, se trouve dans une région où ce champ a une valeur légèrement différente. Si c'est correct, alors les lois de la physique, ou du moins certains de leurs paramètres, ne sont pas exactement les mêmes partout dans l'univers. Il n'y aurait pas une physique universelle. Il y aurait une physique locale, influencée par l'environnement cosmique. Ça, c'est pas une révision de la cosmologie, c'est une révolution. Je précise que c'est une hypothèse, une parmi d'autres, mais elle est prise au sérieux par des gens très sérieux. Et là, j'entends déjà la question qui démange tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres vides comme le nôtre ailleurs dans l'univers ? Oui, énormément. Le vide de Boöte, déjà mentionné 250 à 330 millions d'années-lumière de diamètre. Le vide de l'Éridan, un des plus grands supervides connus, dans la direction de la constellation de l'Éridan, près d'1 milliard d'années-lumière de diamètre selon certaines estimations, bien que sa taille exacte soit encore débattue. Le vide du Sculpteur, le vide du Taureau. L'univers est parsemé de ces régions vides. Et certaines d'entre elles sont si vastes, si profondément vides, que si tu vivais dans une galaxie hypothétique quelque part en leur centre, tu regarderais un ciel presque noir. Presque aucune galaxie visible à l'œil nu, même avec les meilleurs instruments imaginables dans les directions les plus vides. Un ciel sans étoiles, sans voisins, un silence cosmique absolu. Il y a une chose qui me revient souvent quand je pense à tout ça, un détail presque anodin mais qui dit tout sur notre situation. La lumière des étoiles les plus proches de nous en dehors de la Voie lactée, les galaxies du groupe local, met environ 2,5 millions d'années à nous parvenir. 2,5 millions d'années, et ces galaxies sont, cosmiquement parlant, nos voisines immédiates. Maintenant, imagine que notre galaxie soit au centre d'un vide de la taille du vide KBC. La lumière des premières galaxies vraiment denses, vraiment nombreuses, celles des filaments qui entourent notre vide, mettrait des centaines de millions d'années à nous parvenir. On vivrait entouré d'une obscurité relative. Pas totale, le ciel nocturne contiendrait encore des galaxies, encore des étoiles lointaines. Mais comparé à une galaxie vivant dans un filament dense, notre ciel serait moins peuplé, moins lumineux, plus solitaire. Et peut être que c'est ça aussi, notre univers. Pas un cosmos grouillant de voisins, mais une solitude cosmique profonde, adoucie par la présence d'une cinquantaine de petites galaxies dans notre groupe local. Peut-être que notre façon de voir l'univers, notre sentiment intuitif de sa densité a toujours été biaisé par notre position dans ce vide. Je veux être honnête avec toi, complètement honnête. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le vide KBC, il y a des débats, des critiques, des papiers qui contestent les résultats de Keenan, Barger et Kawi. Certains chercheurs estiment que le déficit de densité est réel, mais beaucoup moins important que les 20% annoncés. D'autres disent que les effets de sélection dans les catalogues de galaxies utilisés pourraient créer une fausse impression de sous-densité, et c'est très bien. C'est la science qui fonctionne normalement, mais voilà ce qui est frappant. Même les critiques les plus sévères admettent qu'on se trouve dans une région moins dense que la moyenne cosmique. Ils débattent de l'ampleur, pas de l'existence. Le vide existe.
Sa taille exacte, son degré exact de sous-densité, son rôle dans la tension de Hubble, ça, c'est encore ouvert, encore en discussion, encore en cours d'investigation. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Pas pour t'annoncer une vérité toute faite, mais pour te faire toucher du doigt l'endroit exact où la science se bat avec elle-même, l'endroit où les certitudes s'effritent et où les questions vraiment importantes commencent. Quelques mois avant que j'écrive ce script, une nouvelle étude a utilisé les données préliminaires du relevé DESI, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrument installé au Kitt Peak National Observatory en Arizona, capable de mesurer les positions et les vitesses de dizaines de millions de galaxies avec une précision jamais atteinte. Les premières analyses de DESI ont confirmé une chose essentielle. L'énergie noire n'est peut-être pas une constante dans le temps. Elle a peut-être évolué. Elle était peut-être plus forte dans le passé. Et si elle évolue dans le temps, elle peut peut-être aussi varier dans l'espace. Et si elle varie dans l'espace, alors notre position dans le vide KBC prend une signification encore plus profonde. Parce qu'on ne serait pas juste dans un endroit où il y a moins de matière, on serait dans un endroit où les règles fondamentales du cosmos sont infinitésimalement différentes. DESI est en train de cartographier l'univers avec une précision sans précédent. Dans les prochaines années, ces données vont soit confirmer, soit infirmer des hypothèses qui aujourd'hui nous semblent encore spéculatives. On est à un tournant. Je veux prendre une toute dernière direction avant de conclure, parce que quelque chose me trouble depuis le début et j'ai attendu le bon moment pour en parler. Il y a une question qu'aucune équation ne peut encore répondre, et c'est la question de ce que ça signifie pour nous, pas physiquement, mais en tant qu'être conscient, en tant qu'humanité. On a passé des siècles à essayer de comprendre notre place dans l'univers. Copernic nous a dit qu'on n'était pas au centre du système solaire. Hubble nous a dit qu'on n'était pas au centre de la galaxie. Les cosmologistes nous ont dit qu'on n'était pas au centre de l'univers. Et maintenant, on apprend qu'on est peu être dans un coin particulièrement vide du cosmos, statistiquement marginal, peu représentatif. Est-ce qu'on devrait être déstabilisé par ça? Peut-être. Ou peut-être, au contraire, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette idée. Parce que depuis cet endroit vide, depuis cette solitude cosmique relative, des atomes se sont assemblés, ont formé des molécules, des cellules, des cerveaux. Et ces cerveaux ont développé des mathématiques suffisamment puissantes pour détecter le vide dans lequel ils flottent. On est de la poussière cosmique dans un vide galactique qui a réussi à comprendre qu'elle est de la poussière cosmique dans un vide galactique. Ça, à mon sens, c'est la vraie stupéfaction de cette histoire. Alors, où on en est? Les données de Keenan, Barger et Cowie montrent une région sous-dense de 2 milliards d'années-lumière de rayons autour de nous. La tension de Hubble, un écart de 6 unités entre deux méthodes de mesure, confirmées par James Webb, pourrait s'expliquer par notre position dans ce vide. Les flux de vitesse des galaxies autour de nous sont cohérents avec ce que prédit la relativité générale dans une région sous-dense. L'effet Sachs-Wolfe intégré laisse des traces dans le fond diffus cosmologique qui correspondent à la présence de vides immenses. Et les nouvelles données de DESI suggèrent que l'énergie noire pourrait ne pas être uniforme ni dans le temps, ni peut-être dans l'espace. Tout ça converge, pas vers une certitude, vers quelque chose de plus troublant qu'une certitude, vers la conviction de plus en plus forte qu'on comprend mal notre position dans l'univers, qu'on a construit des modèles depuis une perspective biaisée, et que les instruments qu'on a maintenant, Webb, DESI, Planck, le futur télescope Rubin Observatory qui entrera en service dans les prochaines années, le télescope spatial Euclide lancé en 2023 par l'ESA vont peut-être nous forcer à tout revisiter. Il y a une image finale que je veux te laisser. Imagine que tu regardes une carte de l'univers. Une carte en 3 dimensions où chaque point lumineux est une galaxie. Tu zoomes encore. Tu vois les filaments, les murs, les amas. Et au centre de cette carte, il y a une région plus sombre, moins dense. Un creux, tu zoomes encore. Et tu réalises que dans ce creux, à une échelle infiniment plus petite, il y a notre supercluster, l'Aniakea. Et dans l'Aniakea, il y a un groupe de galaxies. Et dans ce groupe, la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, un bras spiral. Et dans ce bras, une étoile ordinaire. Et autour de cette étoile, une petite planète bleue. Et sur cette planète, des êtres qui ont levé les yeux vers le ciel, qui ont inventé des mathématiques, qui ont construit des télescopes, qui ont envoyé des signaux dans l'espace, et qui viennent de comprendre, peut-être pour la première fois, dans quelle immensité vide ils flottent. La réponse à la question « Où sommes-nous dans l'univers ?» est en train de changer. Elle a peut-être toujours changé, et elle va probablement changer encore. Mais ce qu'on sait déjà, avec une certitude mathématique croissante, c'est qu'on n'est pas dans un endroit ordinaire. On est dans un vide immense, un vide qui nous façonne sans qu'on le sache.
Et quelque part, dans les équations qui décrivent la courbure de cet espace presque vide, il y a peut-être la clé d'une des plus grandes questions de la cosmologie. On n'a pas encore trouvé la serrure. Mais les chiffres pointent tous dans la même direction.